Délégation de Grand Océan. Dominique, je vais vous laisser la main pour donc une table ronde autour des innovations pour protéger l'océan. Merci Françoise Gaille. Merci à toutes et tous d'être venus. Avant que nous commencions cette table ronde, je voudrais rappeler à tout l'auditoire et à vous-même que ces journées, nous les dédions à la mémoire de Paul-Henri Nargeolet. Dans cet amphithéâtre, dans cet auditorium Jacques Perrin, Paul-Henri Nargeolet qui a péri, comme vous le savez, dans l'implosion du submersible Titan qui devait se rendre sur le Titanic. Et Paul-Henri devait intervenir demain après-midi, quand nous en discutions 2 jours avant que le drame ne survienne. Je suis émue, je sais que Michel Lourd, qui le connaissait bien, est très ému aussi, et on pense à lui. L'océan, ça peut être très rude. Il aimait beaucoup La Cité de la Mer. Je remercie Michel Rouget de son accueil. Il se réjouissait de nous retrouver. Donc nous avons cette pensée pour lui. Cet après-midi, Françoise Gaille, Michel Lourd, Bruno David, Patricia Ricard et malheureusement Olivier Relinger, qui n'a pas pu venir pour des raisons personnelles dont il nous a fait part il y a quelques heures. Évidemment, nous lui souhaitons de pouvoir venir demain. Ce n'est pas encore sûr. Je vous ai à tous demandé, et je vous présenterai plus avant, je vous ai à tous demandé une phrase et le message que vous avez envie que nous retenions tous quand nous aurons tous et toutes tout oublié. Françoise, votre message principal, vos mots-clés, si j'ose dire. Pour protéger, il faut aimer, mais aussi il faut connaître. Et la chose la plus importante pour l'avenir, demain pour l'océan, pour nous, c'est de pouvoir comprendre cet océan. Et pour cela, pouvoir en déterminer non seulement les caractéristiques physiques, chimiques, mais aussi l'ensemble des aspects qui vont nous concerner et la manière dont nous pourrons demain agir, user de l'océan. Car l'important demain, que ferons-nous de cet usage de l'océan? Bruno David. Bruno, jusqu'au 1er septembre, vous étiez directeur... Président, je me trompe toujours, n'en voulez pas. Vous étiez président du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Vous avez un background, comme on dit en bon français, une connaissance de base sur les oursins, mais maintenant, avec vos livres et toutes les interventions que vous avez faites à la radio, on vous connaît mieux pour votre connaissance globale du vivant. Alors vous, votre slogan ou votre petite phrase, c'est quoi? Alors si c'était un slogan, je reprendrais facilement un slogan de mon ancienne vie, c'est-à-dire du moment de la présidence du muséum, et j'avais apporté comme slogan « Émerveiller pour instruire », parce que je pense que le monde qui nous entoure peut facilement nous émerveiller, l'océan notamment, mais en même temps on peut s'instruire, il ne faut pas l'oublier. Et si je prolonge un tout petit peu sur le sujet de la connaissance évoqué par Françoise juste avant, ce qu'on est en train de réaliser aujourd'hui, depuis pas tant d'années que ça, c'est notre méconnaissance de l'océan. C'est-à-dire qu'on a pris conscience qu'on ne connaissait pas l'océan. Ça paraît paradoxal. C'est-à-dire qu'à force de l'explorer, de mieux le connaître, finalement, ça nous donne une mesure de notre ignorance. Parce que tant qu'on ne connaît pas du tout, on ne sait pas bien les choses. Là, on commence suffisamment de dessiner les contours de la connaissance pour se rendre compte qu'on en connaît 10%. Et que ce n'est pas tant de ça. Et il y a une image intéressante. Alors, on est dans la Cité de la Mer. Il y a des bathyscaphes qui sont présentés juste pas très loin de nous, là.
Il y a notamment Archimède qui est descendu, alors je ne sais pas si c'est une maquette, je suis désolé, je ne sais pas si c'est un vrai ou... C'est le vrai? Bon, alors c'est le vrai. Donc on a la chance d'avoir Archimède qui est descendu à plus de 10 000 mètres de profondeur. Et il n'y a que 4 Homo sapiens qui sont descendus au-delà de 10 000 mètres de profondeur, alors qu'il y en a 12 qui sont allés sur la Lune. Donc c'est quand même paradoxal, pratiquement. Et ça veut bien dire qu'on a un déficit énorme de connaissances en ce qui concerne l'océan. J'ai passé toute ma carrière au CNRS à travailler sur la mer, et notamment les oursins, avant d'être au muséum, ces 8 dernières années. Et franchement, il y a de quoi se retrousser les manches si on veut améliorer ses connaissances. Merci Bruno David. On reviendra sur cette capacité que nous avons, nous, Homo sapiens, vous avez dit, il n'y en avait que 4 qui étaient allés très profondément, à faire des découvertes et aussi à s'inspirer de l'océan. Patricia Ricard, vous êtes, alors je vais me tromper, vous êtes la présidente, là je ne me trompe pas, de l'Institut océanographique Paul Ricard. Ça fait des années que vous vous consacrez à la... Est-ce que je vais dire protection de l'environnement? Peut-être c'est plus les termes qu'il faut employer. En tout cas, vous aimez la mer. Vous nous venez plutôt de la Méditerranée. Et alors vous, c'est pas des dadas, hein, vos convictions, votre engagement, c'est quoi? Mon engagement, d'abord bonjour à tous. Mon engagement, c'est qu'effectivement, pour rejoindre les sages, je suis très honorée d'être associée à des sages de cette qualité, merci beaucoup. C'est qu'effectivement, au bout de la connaissance, il y a une nouvelle conscience, que d'autres façons de faire sont possibles, que la nature peut être un guide et pas forcément un problème, et qu'on a tant à apprendre de la nature. Et nous avons, nous, un peu, êtres humains, la propension à ne respecter que ce que nous avons créé et inventé. Mais il ne faut pas oublier que nous avons été inventés par quelque chose de bien plus grand que nous, qui est l'évolution et le vivant, et que nous en faisons encore partie, et qu'on a beaucoup à apprendre à l'observer. Merci Patricia. Michel Lourd, ce que je suis tellement contente d'avoir avec nous, parce que vous savez, le monde entier nous l'envie, hein. Et comme je l'ai dit déjà à certains, les Chinois aimeraient bien le récupérer pour en savoir plus sur la mer de Chine méridionale. Vous voyez un peu notre problème géopolitique. Michel Lourd est descendu sur toutes sortes d'épaves. Il a été dit ce matin qu'il y en avait plus de 200 000 dans notre on est quand même une grande puissance maritime, en tout cas on a une grande superficie. Alors Michel, vous, j'adore les termes que vous avez, sortez-les-nous, ils étaient un petit peu inscrits dans la déclaration. Alors, vous l'avez compris, Dominique est chargée de ma communication, et elle le fait fort bien, donc je la remercie. Oui, ma préoccupation, elle remonterait presque en 1928, dans la date où je n'étais pas né, quoi qu'il puisse paraître, le contraire. En 1928, Salomon Reinhardt, excipant des résultats d'objets archéologiques trouvés sur une épave au large de Mahdia en Tunisie, avait écrit « Le fond de la Méditerranée orientale est le plus grand musée du monde ». En réalité, pour une partie de la phrase, il s'était trompé. Le plus grand musée du monde, c'est l'ensemble des océans. Et cette mémoire engloutie, à mon sens, mérite d'être protégée, valorisée, étudiée. Elle réclame l'attention de chacun d'entre nous. C'est un bien collectif, même si les humains n'en sont pas toujours conscients. Cette mémoire engloutie est au cœur de mes préoccupations. Et si j'ai un souhait ici, c'est d'essayer de partager cette préoccupation avec vous tous. On ne sera jamais trop nombreux. Il y a une urgence et j'essaierai d'en parler tout à l'heure. Merci Michel. Je me fais la porte-parole de Olivier Relinger, le grand chef cuisinier avec qui nous aurions aimé tellement partager. Il nous a fait le plaisir et l'honneur de nous envoyer un petit texte. Et je retiendrai que quelques éléments de ce qu'il nous a fait parvenir. Il a utilisé le terme de sobriété. Vous vous souvenez peut-être que l'année dernière, il faisait déjà partie du groupe des sages. Je lui dis que c'était un sage récidiviste. Et il nous avait parlé du garde-manger de l'humanité. Ce garde-manger de l'humanité, il faut savoir le préserver. Et donc, ce qu'il veut exprimer, Olivier Relinger, c'est le fait que oui, des innovations, mais des innovations qui tendent à préserver et à le protéger, cet océan, non pas à l'exploiter de façon inconsidérée. Il répète que nous n'avons pas un garde-manger inépuisable. Je pense ne pas avoir trahi sa pensée. Françoise Gaille,
Vous êtes conseillère pour l'océan du CNRS. Vous intervenez à l'ONU. Expliquez-nous comment vous tenez à agir au niveau global. On a rappelé, c'était dit dans la déclaration, l'océan est un, au sens de, on peut dire Pacifique, Atlantique, Indien, Austral, Arctique, mais c'est un océan et ils sont tous connectés. Donc si l'on veut agir, il faut agir de façon universelle. Comment faites-vous ? Et avant que vous ne preniez la parole, merci Xavier Gors de nous fait passer quelques petits dessins. Nous n'avons pas le retour, donc je suis obligée de me retourner. Et tout à l'heure, il avait bien remarqué le bulot. Hein. Merci le bulot, hein. Il ne sera pas oublié. Françoise. Oui, donc on a dit, et on est d'accord avec ça, que l'océan est un. Ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs mers, il y a plusieurs océans, mais tout est connecté. Donc ce qu'il se passe en un point va avoir des incidences sur ce qui se passera dans un autre point. Ça peut être à l'autre bout de la planète. Et par rapport à ça, ça veut dire que si l'océan est un bien commun de l'humanité, nous sommes tous responsables de son devenir en tant qu'individus, mais aussi en tant que décideurs, en tant qu'État. Et si l'océan est un, ça veut dire qu'il faut que l'ensemble des États de la planète commencent à se préoccuper de la santé de cet océan. C'est pour ça que les Nations Unies ont été les premiers d'ailleurs à donner un statut juridique aux fonds marins et surtout à la partie minérale des océans. Mais aujourd'hui, grâce à ce qui a été dit tout à l'heure, nous avons une autre partie de l'océan dont nous nous préoccupons, c'est la haute mer. Cette haute mer va nous permettre de savoir comment gérer un espace où, pour aujourd'hui, le premier arrivé est le premier servi. Et où les petits États insulaires, par exemple, peuvent avoir à leur porte une armada de bateaux sillonnant les mers, prélèvant les ressources vivantes au détriment de leur territoire. Et on arrive aujourd'hui à une manière de penser l'océan qui est l'océan a été préempté par les États sur les bords, c'est notre zone économique exclusive, et la Normandie, à cet égard, est importante, en effet, pour la mer. Mais qu'en sera-t-il demain, puisque les usages que nous faisons de cet océan vont croissant ? Qu'il s'agisse du tourisme, qu'il s'agisse du transport maritime, nous avons une densité de présence en mer qui est incomparablement plus grande que ce qu'il était auparavant. Mais ça n'est pas seulement vrai pour la surface des océans, c'est aussi vrai pour le fond des mers, puisque on parle de la difficulté ou de l'intérêt qu'il pourrait y avoir à aller prélever dans les fonds marins les plus profonds. Et donc, l'ensemble de ces activités pose la question pour demain. Comment se comportera l'océan en fonction des usages que nous en ferons ? Que voulons-nous en faire ? S'agit-il pour nous d'avoir un équilibre du point de vue géostratégique, du point de vue économique, du point de vue environnemental ? Et c'est à nous que revient aujourd'hui, nous, en tant que scientifiques, la possibilité de donner un éclairage sur ce que pourrait être le comportement de l'océan demain et des usages que nous pourrions en faire, des données dont nous pourrions avoir besoin. Et en ce sens-là, nous sommes en train de faire une proposition qu'on appelle en anglais IPOS, pour International Panel for Ocean Sustainability, c'est-à-dire une plateforme d'experts qui permettrait aux politiques d'avoir les moyens de connaître l'océan dans les parties qui le concernent. Et c'est surtout ce rapport science-politique dont il s'agit, c'est-à-dire ce n'est pas seulement les sachants donnant la connaissance aux autres, mais essayant de voir ce dont les politiques auraient besoin et ce dont les acteurs de toute la société auraient besoin demain pour préserver cet océan, pour notre bien commun à tous.
Merci Françoise. On reviendra sur ces besoins parce que justement, vu votre expérience, vous savez ce qu'un certain nombre de politiques ont à vous demander. On y reviendra. Bruno, ce que j'aimerais, c'est que vous explicitiez, parce qu'on peut le voir de plusieurs manières, ce que l'on appelle océan de connaissances. C'est-à-dire qu'il va nous fournir plein d'éléments à connaître, mais en même temps, faut être préparé à cette connaissance, parce que sinon, on ne sait pas bien comprendre ce qu'on y voit. C'est seulement aux esprits préparés qui peuvent avoir des découvertes. Hein. C'est Pasteur qui disait ça. Donc, au fond de l'océan, il y a des tas de mystères que l'on peut traquer et finalement dévoiler. Oui, alors d'abord, on est dans un contexte qui est celui qu'on appelle la croissance bleue, qui nécessite bien sûr des connaissances, qui est complémentaire dans certains égards de la croissance verte, au moins qui est complémentaire pour le domaine marin, qui témoigne à travers cette terminologie qu'on en attend quelque chose, dans le domaine économique. Hein. Le terme de croissance, ça fait plutôt raisonner l'économie qui est derrière, et on a cet absolu besoin de connaître. Et le problème qu'on rencontre un petit peu aujourd'hui, c'est que les tentations économiques qui sont bien, à certains égards, légitimes, se heurtent à un manque de connaissances. Donc il faut qu'on récupère finalement de la connaissance plus vite que que la vitesse d'avancement de l'économie, du critère économique. On est un peu dans un système de front renversé ou d'inversion de calendrier qui fait courir un risque à l'océan global, qui fait courir un risque général à l'océan, puisqu'on risque de se retrouver avec des postures, des actions dont on s'apercevra après que scientifiquement, elles n'étaient pas légitimes, que ce n'étaient pas les bonnes actions à avoir. Donc il y a ce besoin de connaissance. Il faut absolument qu'on accélère notre connaissance de l'océan. Je disais tout à l'heure qu'on a une méconnaissance de l'océan. L'océan, tout le monde le sait, c'est 70% à peu près de la surface de la planète, mais j'aime bien rajouter que c'est 96% du volume offert à la vie sur Terre, parce que la vie occupe toute la profondeur de l'océan, toute la hauteur de la colonne d'eau, qui est de 3700 mètres en moyenne dans l'océan mondial, alors que sur les continents, ça n'occupe qu'une petite pellicule. Ah, il y a un mouvement de foule, là. Je pense que c'est le prince qui doit arriver. Voilà, donc je ne vais pas forcément être plus long, puisqu'après j'avais un cahier des charges sur la bioinspiration. Je ne sais pas s'il faut qu'on en parle maintenant. Je pense que ça sera un peu plus tard. Un petit peu plus tard, mais très important le chiffre que vous venez de donner sur les 96%, parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout en tête. Si on se place du point de vue de la coquille Saint-Jacques ou du mérou, d'un poisson plus profond ou d'un oursin, bien sûr, sur lequel j'ai passé beaucoup de temps quand j'étais chercheur au CNRS, c'est le volume offert à la vie sur Terre, c'est un volume océanique. Ce n'est pas un volume continental. La surface de la Terre, bien sûr, elle est cabossée, mais la vie n'occupe qu'une pellicule sur cette surface, quelques centaines de mètres au plus, alors que dans l'océan, on est sur 3700 mètres de profondeur. Donc c'est ce qu'on appelle le volume biosphérique, c'est le volume offert à la vie. Et on oublie toujours ça. On dit toujours 70% de la surface de la planète, et puis, c'est pas très important, après tout, c'est monotone. La mer, c'est toujours pareil. Il y a des vagues, il n'y a pas de vagues, c'est bleu, c'est vert, c'est gris, mais enfin bon, c'est assez monotone. Et c'est pas comme ça qu'il faut qu'on arrive à raisonner, il faut qu'on sorte ça de la tête et qu'on remesure justement ces lacunes de connaissances qu'on a face à ce qu'est l'océan, sa diversité, qu'on doit absolument explorer, puisque comme le disait Françoise, si on veut protéger, si on veut vivre intelligemment et en bonne intelligence sur cette terre avec l'océan, il faut qu'on le connaisse, et on a manifestement un déficit de connaissances dans le domaine. Patricia, vous avez un terme qui vous est cher. Vous parlez souvent d'un carré magique avec 4 piliers. J'aimerais bien que vous explicitiez la façon dont vous voyez comment on peut aboutir à des solutions pour préserver l'océan.
En fait, c'est préserver l'océan, mais préserver la vie sur Terre en général, parce que Françoise l'a très bien expliqué. Aujourd'hui, nous avons tous des actions impactantes sur l'océan, impactantes par le climat, impactantes par les habitats, impactantes par les usages, impactantes par les rejets. Et en fait, c'est l'ensemble de nos activités qui vont effectivement être décisives pour le futur. Mais nos sociétés, elles sont composées de différents acteurs et chacun a un rôle essentiel dans la modification, dans ce changement de paradigme. Alors moi j'aime bien décrire ces 4 piliers comme des colonnes porteuses. Donc là, vous allez avoir bien sûr le monde académique, la connaissance, la science. C'est à eux qu'il revient de co-construire cette connaissance et de la partager, de la diffuser, de l'expliquer. Et là, effectivement, je fais partie des gens qui pensent qu'il y a encore des petits progrès à faire sur la médiation, l'explication, le partage de cette vision. Ensuite, vous avez le monde économique. Je vous interromps. Ce qui implique du temps long. Vous insistez là-dessus aussi. La co-construction de connaissances et sa validation par les pairs, et ça demande du temps long. Voilà. Et puis après, vous allez avoir le monde économique qui active finalement toute cette frénésie des activités humaines sur la planète, qui, elle, s'inscrit dans un temps très, très défini, alors court ou long, mais défini. Voilà, il y a un objectif, on l'atteint, on y va, et l'important, c'est d'atteindre l'objectif, hein, un peu comme un orchestre qui doit finir sa partition dans le temps imparti. Et ensuite, vous allez avoir la société civile, les médias, les ONG, car ce sont elles qui aujourd'hui mènent la danse. Quand vous voyez par exemple l'évolution, ou simplement le chemin parcouru dans l'esprit du grand public par le plastique et l'océan, c'est un travail extraordinaire sur le long terme en profondeur fait par les ONG. Et les ONG, elles vont être percutantes, elles peuvent réagir sur un événement, faire des millions de tweets, de X, voilà. Donc l'ONG, c'est vraiment ça donne l'acceptation sociétale et ça donne le go. On y va pas, on n'aime pas, voilà. Et puis derrière tout ça, ou à côté de tout ça, et autour de tout ça, et portant tout ça, il y a le territoire et l'institution. Et là, c'est une autre aventure. C'est un temps long, parce que par définition, ce que la science n'a pas encore découvert, ce que l'économie n'a pas encore appliqué, ce que l'ONG n'a pas encore accepté ou réfuté, ne peut pas exister dans un champ réglementaire. Et vraiment, je crois que la pire des choses qui pourrait arriver à nos sociétés avant d'arriver à cette durabilité auquel elles commencent à penser sérieusement, même si elles sont encore un peu balbutiantes, ça serait que finalement cette urgence fasse le nid d'un chaos sans gouvernance. Donc voilà, nous avons besoin de ces 4 piliers et le plus intéressant, c'est ce qui se passe entre ces piliers. Voilà, ce sont tous les fils, toutes les partenariats et les interactions qui vont se dérouler entre ces 4 compétences et ces 4 piliers de nos sociétés. Voilà. Michel, vous qui avez plongé depuis très longtemps, vous disiez tout à l'heure, vous avez été directeur de ce imprononçable drasme, hein, une direction qui appartient au ministère de la Culture et qui fait de la recherche archéologique sous-marine. Hein. Mais quand ça s'appelle drasme, moi ça me fait un petit peu peur, vous voyez. Vous disiez tout à l'heure, quand vous avez préparé cette déclaration, que il y a très longtemps, quand vous plongiez, vous voyiez déjà des déchets sous-marins et ça ne s'est pas amélioré. Donc, comment vous êtes organisé avec ceux que vous connaissez pour que ça se stoppe un peu? Vous avez alerté surtout, c'est ça? Vous avez essayé de faire savoir? Alors, évidemment, l'océan pour les archéologues sous-marins, moi j'ai l'habitude de dire les archéologues au pied palmé, c'est un regard un petit peu différent de celui de mes collègues, puisqu'au fond, nous, on fait les poubelles de l'humanité. C'est ce qu'il faut comprendre. Hein, un chiffre, c'est très simple, 75%. Et depuis l'aube de l'humanité, on a cessé de concentrer des populations croissantes sur les rives de l'océan. Et donc, c'est tout à fait légitime qu'on y trouve dans les bordures littorales et au-delà dans les fosses abyssales tout un patrimoine, toutes les traces, tous les vestiges de notre histoire collective, de notre histoire commune. Et malheureusement, comme souvent, la science dispose de moyens qui ne sont pas en relation avec ceux de l'industrie, de l'économie. Et on constate qu'il y a 40 ans, donc c'est pas si vieux, mais il y a 40 ans, quand j'ai débuté dans le métier, on disait on est arrivé trop tard, puisque depuis 20 ans, la plongée sportive avait pris l'habitude d'écumer les épaves, d'en prélever des vestiges, de les ramener sur des bords de cheminée, où finalement, d'ailleurs, tout ça finit malheureusement et tristement bien souvent dans la poubelle, alors qu'ils auraient eu leur place dans des musées.
Et donc j'avais cette préoccupation, c'est de me dire, mais enfin quand même tous ces vestiges engloutis qui peuvent être des cités englouties, des vestiges d'aéronefs tombés à la mer, des milliers d'objets ou de machines que la procession des siècles a su entasser comme ça sous l'océan planétaire. Tout ça, comment peut-on le protéger, l'étudier, le valoriser? Et puis il y a 2 décennies, quand on a commencé à aborder la plongée profonde, un peu après l'industrie, il m'est apparu que malheureusement on était en train là aussi d'arriver trop tard. Et pour avoir un chiffre, une statistique, je vous la livre, elle n'est pas à sceller dans le marbre. Grosso modo, je dirais que 60% des épaves profondes sur lesquelles j'ai eu à intervenir ces 10 ou 15 dernières années, quand je dis profonde, c'est entre 100 et 600 mètres. Et parfois d'ailleurs bien au-delà, 60% de ces épaves sont déjà partiellement détruites par le passage des chalutiers de grand fond. Ces chaluts que la raréfaction de la ressource halieutique conduit à aller de plus en plus loin et de plus en plus profond. Donc, bon. Monseigneur, vous vouliez passer incognito, ça n'a pas marché. Merci de votre présence. Vous interviendrez tout à l'heure, après la fin de cette table ronde qui réunit les sages. Merci à tous. Et Michel Lourd continue de nous expliquer ses plongées sur les épaves dans ce que vous appelez le plus grand musée du monde. Oui, le plus grand musée du monde qui occupe toute la colonne d'eau, y compris les fosses abyssales. Et pour ne pas être dans les derniers à intervenir, comme nous l'étions il y a 40 ans sur les bordures littorales, j'ai en 2007 lancé un programme que j'ai appelé pompeusement l'archéologie des abysses, qui quand même a fait florès. Et donc avec un certain nombre d'amis roboticiens, nous avons développé des machines spécifiques capables de faire grosso modo le travail d'un archéologue chevronné, c'est-à-dire de mener à l'étude d'épaves définitivement inaccessibles à l'humain. On a parlé de Paul-Henri Nargeonet, ça a été évidemment un compagnon d'aventure. J'ai beaucoup appris de lui, je l'ai connu, il était jeune officier de marine et moi jeune archéologue, mais comme il avait 10 ans de plus que moi et donc d'expérience, j'ai beaucoup bénéficié de ses connaissances et de ses enseignements. Et donc, dans le cadre de l'archéologie des abysses, on a développé des machines spécifiques parce qu'après avoir fait le tour de la situation, les robots utilisés dans l'industrie ou dans le militaire ne correspondaient pas à nos nécessités. Il fallait manier des objets extrêmement fragiles, de nature et de composition extrêmement diverses. Et donc, avec en particulier le laboratoire d'informatique, de robotique et de microélectronique de Montpellier, avec Stanford Robotics, mais je ne vais pas rentrer dans le détail de ces robots parce que mon ami Vincent Creuse et mon ami Oussama Khatib seront là demain pour vous parler de robots et ils le feront beaucoup mieux que moi. On a défini des cahiers des charges et on s'est rendu compte que finalement ces machines que nous avions définies avec beaucoup d'exigences, une énorme ambition, c'est l'ambition, c'est ce qu'on a quand on ignore tout. On faisait des bons de commande au Père Noël et on s'est mis à rêver de machines et finalement on les a eues. Comme quoi il faut toujours porter ses rêves au plus loin. Et on s'est rendu compte aujourd'hui que ces machines peuvent être extrêmement utiles pour des études pluridisciplinaires. Donc on s'est mis à travailler avec des gens qui étaient dans des secteurs d'activité parallèles mais pas connexes nécessairement du bien. Je pense notamment à Nadine Lebris qui est spécialiste d'écosystèmes profonds. On s'est rendu compte qu'on pouvait tirer énormément d'enseignements de ces machines que nous avons développées. Et donc, je le dis parce que c'est une préoccupation, les épaves de grand fond sont les mieux conservées, parce qu'au-delà du chaos du naufrage, elles ont survécu, elles n'ont pas été menacées par la houle, par le ressac qui oxyde et donc qui génère une oxydation puissante. Elles n'ont pas fait l'objet de récupération d'origine anthropique au lendemain du naufrage et pas plus depuis les débuts de la plongée sportive. Elles sont à l'abri des vers xylophages marins. Donc c'est ce potentiel, ce patrimoine de l'humanité qui est aujourd'hui menacé par une activité industrielle. On ne peut quand même pas toujours critiquer l'activité industrielle. On ne peut pas non plus critiquer un autre métier qui est celui de la pêche, encore moins ici. Je ne voudrais pas moi non plus terminer dans le goudron et les plumes. Mais en tout cas, la trace des pêcheurs sur les épaves, je l'observe partout, jusqu'à 1500, 1800 mètres de fond. Et donc, le souci que je souhaite partager avec vous tous, c'est que ces machines que nous avons développées à petits pas, ces machines et ce patrimoine qui est le nôtre, qui est un patrimoine collectif, il n'y a pas de frontières, on l'a dit, les mers sont connectées. En réalité, c'est un océan planétaire qui nous est confié par notre passé pour assurer notre avenir. Cet avenir et ce passé s'inscrit dans les témoignages, dans les vestiges que nous recueillons. Je dis souvent, ces objets que l'on valorise, qu'on amène dans un musée, c'est aussi une manière de sensibiliser, une autre manière de sensibiliser les publics, un lieu de rencontre. Et donc, voilà, je souhaite en tout cas vous communiquer cette passion
et vous dire, nous ne sommes pas assez nombreux. Je disais un jour au chef d'état-major de la marine, je lui disais, tu vois, j'ai 11 millions de kilomètres carrés à gérer, on est 37, et toi, tu as 12 gendarmes à l'entrée de la rue Royale. Et je lui disais, ça te donne un peu une idée de la situation dans laquelle nous sommes. Donc je ne vais pas faire pleurer la misère, mais en tout cas, le plus nombreux on sera à partager cette passion, et le plus de chances on a de sauvegarder les racines de l'humanité. Merci. Michel, je pense que vous avez convaincu. Je vais revenir à Françoise parce que vous avez évoqué les grands fonds. Et Françoise Gaille, vous pouvez à nouveau nous expliquer ce qu'on ne connaît pas, mais les questions qu'on se pose. Et je me souviens de ce que avait communiqué l'Ifremer il n'y a pas très longtemps, en disant que vous imaginiez que de ces grands fonds dépendait énormément l'équilibre de tout l'océan, de toute la colonne d'eau. En tout cas, on n'en sait pas assez pour déjà l'exploiter. En gros, je ne pense pas trahir votre pensée. Qu'est-ce qu'on sait et surtout qu'est-ce qu'on ne sait pas, comme le disait Bruno David tout à l'heure. Alors déjà il faut voir qu'on est parti 5% de la surface du fond topographié, ce n'est pas grand-chose. Avec la décennie des sciences de l'océan qui a été lancée par les Nations Unies, on a réussi depuis 10 ans à accroître cette connaissance du fond des océans. Mais si on regarde l'ensemble de ces fonds, il y a des zones qu'on connaît beaucoup mieux que d'autres. Par exemple, ce qu'on appelle les dorsales océaniques, c'est le lieu de formation du plancher océanique. C'est là où on a trouvé des écosystèmes majeurs, chémosynthétiques, permettant de vivre dans des conditions extrêmes. C'est quoi une hémosynthétique ? Chémosynthétique, c'est-à-dire qu'ils ne dépendent pas de la lumière du soleil, mais qui dépendent de l'énergie de la Terre à travers des processus chimiques. Ce sont des découvertes majeures qui ont été réalisées d'ailleurs par l'Ifremer, aussi le CNRS. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, on a commencé à vouloir documenter toutes ces dorsales. Et c'est grâce d'ailleurs aux recherches qui ont été faites sur ces dorsales qu'on a trouvé un certain nombre d'enzymes, un certain nombre de processus métaboliques, cellulaires, qui ont été utilisés non seulement pour l'émergence de la génomique marine, qui est aujourd'hui quelque chose d'important, mais aussi pour des aspects beaucoup plus de santé humaine, donc avec des applications évidentes. Et puis, l'autre chose qu'on a permis d'avoir comme compréhension des organismes marins et de leur relation avec l'environnement, c'est qu'on s'est aperçu que dans des conditions où il fait chaud, à plus de 200 degrés, c'est acide, le pH est de 1, c'est anoxique, il n'y a pratiquement pas d'oxygène, c'est toxique, il y a plein de sulfure, le vivant est capable de coloniser ces environnements. Ça veut dire que c'est un message d'espoir. Ça veut dire que le vivant est capable de trouver des solutions à des conditions qui, a priori, théoriquement, n'étaient pas possibles. Et ça, je pense que c'est extrêmement important de le savoir aussi aujourd'hui. C'est pour ça que l'océan est important pour les solutions demain. C'est qu'en fait, il se trouve dans ces sources hydrothermales des conditions qui pourraient être celles de la Terre du point de vue du changement climatique si on ne faisait rien. Mais ça veut dire aussi que nous pouvons trouver des moyens de changer et d'agir sur le changement climatique. Donc ça, c'était, bon, par exemple, c'était les dorsales océaniques. Et puis finalement, après, à partir de ces dorsales, on s'est aperçu qu'il y avait d'autres endroits au fond de l'océan où il y avait des résurgences de fluides qui permettaient aussi d'autres écosystèmes chémosynthétiques, pas forcément dans des endroits très chauds, très extrêmes, etc. Et à partir de ça, s'en est suivi ce qui est aujourd'hui une question ouverte, la possibilité d'aller exploiter des métaux rares
dans ces zones de concentration métallique importante, qui pose une question qui est celle, devons-nous y aller, exploiter ou pas? Dans quelles conditions? Pourquoi? Parce qu'en fait, on connaît certains organismes emblématiques de ces zones-là, mais on ne connaît pas le fonctionnement de l'écosystème dans son ensemble. Et non seulement on ne connaît pas le fonctionnement de l'écosystème lui-même dans son ensemble, mais on ne sait pas non plus quelles sont les conséquences sur l'ensemble de la colonne d'eau et sur le cycle des courants océaniques, la modification et la dispersion des larves, et donc la connectivité de l'océan et la biodiversité en règle générale. Et c'est en ce sens-là que se pose la question aujourd'hui du rapport qu'il peut y avoir entre les fonds sous-marins, ce qu'on appelle la zone benthique, et puis la colonne d'eau jusqu'à la surface, qui est celle où l'écosystème planctonique est le mieux connu. On sait des choses partielles, mais comment connecter cet ensemble pour avoir un dessin, une compréhension, un flux, une histoire, un avenir? Voilà quelque chose qu'on ne sait pas encore faire. Si on a dit au tout début, ça a été rappelé dans la déclaration, que l'océan est un, donc que tout est connecté. Est-ce que ça veut dire que s'il y a une petite exploitation quelque part de l'autre côté de la planète, ça pourrait avoir des conséquences même ici? Oui, c'est comme l'histoire du papillon de Kipling. Si il tape du pied à un moment donné, de l'autre côté de la planète, on peut l'avoir. La circulation océanique, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est 1000 ans pour une goutte d'eau pour revenir au même endroit. 1000 ans, ça paraît long. Mais ça ne veut pas dire que ce qui se passe à un moment donné ne va pas être véhiculé à un autre endroit, beaucoup plus tard, et dont on ne connaîtra pas forcément l'origine parce que nous aurons oublié l'histoire. Et donc en ce sens-là, faire attention à ces interactions et prendre conscience de la complexité du système et donc de l'ensemble de ses parties et de ses connexions, voilà vraiment l'enjeu sur lequel nous devons travailler demain. Patricia, oui, j'imagine que vous écoutiez Françoise et que vous devez être à peu près d'accord avec elle. Mais est-ce que vous croyez que ce qui est dit là par les scientifiques et par une personnalité comme Françoise Gaille s'est entendu vraiment? Vous pensez que les choses vont évoluer comment? Alors, je pense que les choses vont évoluer intelligemment parce que les sociétés humaines sont intelligentes. Je pense que l'économie va se rendre compte que derrière la durabilité, il y a de l'innovation et peut-être, pourquoi pas, ouvrir de nouveaux marchés. Je veux dire, le futur n'est pas forcément mauvais. Ce qu'il faut, c'est emporter cette raison au départ. Et c'est là où j'aime beaucoup l'océan, parce que l'océan nous invite à penser autrement. Tout à l'heure, on parlait d'océan miroir qui vous proposait peut-être un futur souhaitable si tant est qu'on faisait l'inverse et qu'on avait un changement de paradigme fort. Développez. J'adore votre image, si j'ose dire, d'océan miroir. L'océan miroir, en fait, dans un miroir, tout ce que vous faites est inversé. Et en fait, nous, on doit inverser toutes nos erreurs qu'on a fait à terre. Exploiter sans réfléchir. L'autre jour, je vais vous raconter une petite anecdote. J'étais dans une réunion où on était tous tellement contents du résultat, du retour du bocage en Normandie. Tout le monde avait encore les blessures du remembrement, les grandes charrues, les grands tracteurs. Et puis tout d'un coup, sans transition aucune, on arrive à la problématique du chalutage dans les aires marines. Et j'ai dit, mais écoutez, je ne comprends pas, pour moi, chalut, charrue, même combat. Si vous vous réjouissez du retour du bocage après 40 ans de dur et laborieux effort, pourquoi aller casser tout de suite les fonds marins dans les... Et on m'a dit, mais ce n'est pas pareil. Et là, je me suis dit, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Voilà, donc c'est exactement le genre d'erreur qu'il ne faut pas refaire. On n'a pas de planète B, on n'a pas de deuxième planète, mais on a une deuxième chance. C'est d'écouter la leçon de la proposition de changement de paradigme que nous impose et que nous propose l'océan. Moi, j'adore, par exemple, regarder tout ce que l'océan ne fait pas comme nous. Nous, par exemple, quand on veut se protéger des vagues, on fait des grandes digues, des enrochements, des choses un peu costauds. L'océan, quand il veut se protéger des vagues, il va faire des herbiers de Posidonie ou des récifs coralliens ou des mangroves, enfin pas du tout un mur. Si vous regardez bien dans la vie marine, si vous regardez sous l'eau, aucune espèce n'a
une hélice à la fin du dos, si vous voyez ce que je veux dire. Dans l'océan, c'est assez simple. Si vous respirez, vous nagez comme ça. Si vous respirez pas, vous nagez comme ça. Vous ondulez. Nous sommes les seuls à tourner. Nous sommes les seuls à nager à l'endroit où c'est le plus dur. Je monte la vague, je descends la vague, je monte la vague, je descends la vague. Voilà, c'est-à-dire que l'océan, si on le regarde un petit peu différemment, peut nous interpeller. Et juste pour finir, une petite... je vais vous amener à Gênes, en Italie, parce que moi j'adore les petites innovations qui commencent comme des petites échoppes d'artisans. C'est une famille italienne qui a fait une expérience. Ce sont des serres sous-marines. On n'est pas très loin de chez vous, monseigneur. On est à 10 mètres de fond. Il y a de la lumière. La température est assez constante, donc il n'y a pas besoin de chauffer ou de réfrigérer. Et puis comme il y a de la condensation, il n'y a pas besoin d'arroser. Voilà, donc finalement... faire une serre où on n'a besoin ni de carbone ni d'eau, moi je trouve que c'est quelque chose d'intéressant pour le futur. Voilà, la nature nous donne des leçons de futur. Ce que vous exprimiez là avec cet exemple des serres, c'est aussi la, entre guillemets, grande inertie, sans entendre un mot péjoratif dans le mot inertie, de l'océan. Et Bruno David, justement, qu'a-t-on découvert ou quelles sont les découvertes qui vous ont, d'une certaine façon, le plus impressionné et qui montrent que bon, on sait un peu, mais encore pas beaucoup? Alors, je vais rouler pro parté pour la concurrence, mais quand même pas tout à fait que. Je sais qu'il ne doit pas être très loin non plus, parce que je l'ai croisé ce matin, c'est Romain Troublé, c'est Tara Océan. J'étais très frappé quand ils ont fait leur circumnavigation il y a quelques années maintenant, il y a une dizaine d'années. Ils ont fait ce que j'appelle moi de la génétique des seaux d'eau, c'est-à-dire qu'on prend un peu d'eau à différentes profondeurs avec des systèmes qui permettent de récupérer l'eau à différentes profondeurs. Puis on fait ce qu'on appelle de la métagénomique, c'est-à-dire qu'on fait un balayage de tous les types génétiques qu'on peut trouver dans le seau d'eau en question. Alors, il y a des techniques pour ça. On ne sait pas trop ce qu'on a, parce que ça va être tout des micro-organismes, mais on regarde. Et après étude, on se rend compte que la surprise, c'est que ce ne sont pas des virus et des bactéries nouvelles qu'ils ont trouvées en majorité, mais je vais utiliser un très gros mot, puis je vais essayer de l'expliquer. Ils ont trouvé en majorité des eucaryotes unicellulaires. Alors des eucaryotes, c'est un très gros mot. C'est un très gros mot, mais je n'ai pas hésité parce que vous représentez quand même Sciences et Avenir et la recherche, et je me suis dit qu'il faut quand même mettre un peu des termes scientifiques dans le discours. Donc des eucaryotes unicellulaires, elle essaye de me faire perdre le fil. Ce sont des organismes qui ont déjà un certain niveau de complexité parce que les cellules ont des noyaux, les cellules ont des tas d'organites, c'est-à-dire de petits organes entre guillemets, qui font qu'il y a un fonctionnement qui a un assez haut niveau de complexité. Mais néanmoins, c'est unicellulaire, donc c'est plutôt tout petit. Et ils en ont identifié 150 000 espèces, entre guillemets, différentes. Alors on peut se dire, bon, 150 000, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Ce qu'il fallait savoir, c'est qu'on connaissait à l'époque à peu près 400 000 espèces dans le monde marin. Donc vous vous rendez compte, ça veut dire qu'on découvre 150 000 micro-organismes qui participent à la vie de l'océan, ce qu'on appelle les boucles trophiques, donc les interactions entre tous les organismes au sein de l'océan, et on en découvre 150 000. Alors ils n'ont pas de nom, on ne sait pas ce que c'est, on connaît juste des génomes, on ne sait pas à quoi ça correspond. Donc ils se sont tournés vers le muséum, je fais page de publicité pour le muséum, même si j'y suis plus, et on a besoin ce qu'on appelle un référentiel taxinomique, c'est-à-dire qu'on a besoin de leur donner des noms, donc il va falloir aller les identifier, savoir à quoi ils ressemblent, relier le génome à une morphologie et donner un nom à tout ça pour qu'on puisse ensuite en parler, en discuter, et comprendre surtout comment tout ça s'intègre dans le fonctionnement global de l'océan. Et ça, je trouve que c'est une très belle illustration de ce que je disais tout à l'heure sur la mesure de notre ignorance. On en sait suffisamment maintenant pour savoir à quel point on est ignorant. Alors qu'avant, on ne savait pas qu'on était ignorant, on se contentait de ce qu'on savait. Et c'est une bascule quand même épistémologique assez majeure, c'est une bascule intellectuelle assez majeure. Et ça, c'est rassurant, parce que savoir à quel point on est ignorant, c'est un début de raison quand même. Tant qu'on ne le sait pas, c'est comme un enfant qui fait des bêtises, il ne sait pas que ce sont des bêtises. Bon, d'accord, passé un certain âge, normalement on sait que ce sont des bêtises et c'est censé nous rendre plus raisonnables. Pas toujours, hein, ça dépend des individus, mais c'est censé le faire. Et là, c'est un petit peu pareil, à l'image de la science. Donc, quand on fait des découvertes comme ça, d'abord, il y a une certaine émotion derrière cette découverte, c'est assez fantastique, moi ça me fait briller les yeux. Et puis, ça a un côté peut-être un petit peu rassurant, et je m'en tiendrai
à ce seul exemple de découverte. Si je peux rajouter une chose quand même, Bruno, à propos allez-y, du plastique dont parlait Michel, j'ai une expérience personnelle mais qui m'a complètement traumatisé. C'était au début de l'année 99, j'ai eu la chance de plonger avec le sous-marin jaune de l'Ifremer, le Nautil, à 2500 mètres sur des sources hydrothermales tièdes. Pour revenir sur Françoise, donc des émissions de fluide qui sortaient d'un volcan assez aplati, d'un volcan de boue. Il y avait encore des oursins là-bas, donc bref, je vous passe l'histoire. Et je plonge avec le Nautil là-dessus. On descend à 2500 mètres, on commence à naviguer, on est au large du Pérou, il n'y a rien du tout. C'est plutôt désertique, la côte péruvienne, il n'y a pas de fleuve, il n'y a pas d'émissaire, il n'y a pas de ville, il n'y a rien. On commence à naviguer et au bout d'un moment, je tombe sur un seau en plastique beige. J'ai encore l'image en tête. Le seau était couché sur le côté. Il y avait un bout de corde attaché au seau. Et je vois ce seau et je me dis, mais il y en a partout. C'est pas possible. Et j'ai pas eu le réflexe de faire une photo. C'est ballot, parce que sinon, on aurait presque pu vous montrer la photo. J'ai pas eu ce réflexe, mais ça m'a quand même un peu traumatisé. J'avais déjà une conscience environnementale qui était forgée à ce moment-là, en 99. Mais j'ai été traumatisé, j'ai cette image qui me hante. Alors je ne sais pas, ça sera la dernière image de ma vie qui me hantera, j'espère pas quand même. Mais quand même, on a des progrès à faire et on voit toutes les marges de progrès qu'on peut avoir. C'était une petite anecdote qui venait compléter les plastiques dont parlait Michel tout à l'heure. Alors justement, d'un côté optimiste, Michel, il y a une épave que vous aimez beaucoup. C'est l'épave de la Lune. Et je sais que vous y tenez parce qu'on parlait tout à l'heure de la nécessité d'éducation, la nécessité de faire comprendre ce qu'il y a sous l'eau, la nécessité de comment protéger, mais comment y accéder. Et en fait, j'aimerais que vous nous disiez, que vous nous rappeliez à quel point il faut être innovateur, intelligent, avoir fait de la physique, des maths et en plus du latin et certainement du grec, et encore de l'arabe et d'autres langues, pour accéder à cette connaissance dans ces épaves. Mais celle-là, la Lune, parlez-nous-en un petit peu. Et je dois avouer, bon, là aussi, hommage à Paul-Henri Narjolet. Oui, effectivement. Bon, alors si vous avez du temps, on a 3 semaines, je vais pouvoir vous parler de la Lune. Certains visent Mars, moi je vise la Lune, mais parce qu'elle se trouve par 91 mètres de fond devant Toulon. Effectivement, c'est Paul-Henri Narjolet qui l'a découverte en 1993. On l'avait rapidement investiguée en 1994 et immédiatement conclu qu'on n'avait ni les moyens techniques ni les savoir-faire indispensables à l'étude de cette épave. Et puis, par ce projet de l'archéologie des abysses en 2012, on a décidé qu'on était peut-être en mesure d'y revenir. Au fond, c'est un vrai Pompéi sous-marin, c'est un bateau perdu à l'hiver 1664, revenant d'une expédition avec plus de 1200 hommes à bord, peut-être une trentaine de survivants. Et ce bateau est quasiment figé, intact sur le plancher marin. Et donc c'est une épave qui nous a servi aussi, qui nous sert aujourd'hui de chantier laboratoire pour expérimenter ces robots dont je parlais, et que nous avons décidé de concevoir, d'écrire le cahier des charges et de construire nous-mêmes avec mes amis roboticiens qui sont ici dans la salle. Voilà, donc toutes ces épaves en fait racontent notre histoire, c'est ça qu'il faut comprendre. Je pense que toutes les racines de l'humanité, c'est ce qui nous permet de comprendre ce que nous sommes. Et alors, moi aussi, je vais faire du Sciences et Avenir, parce que le cario unicellulaire, alors là, j'ai trouvé que c'était très remarquable. Donc moi, je vais vous dire, Noticé à automne, c'est Socrate qui le disait, c'était inscrit sur le temple de Delphes. Alors vous voyez, après l'unicellulaire, maintenant du grec ancien, on vous sert, sans jeu de mots, on vous sert du lourd aujourd'hui. Et donc, il disait, connais-toi toi-même. Et en fait, c'est souvent ce que l'humain a oublié. Il prétend enseigner aux autres avant de se connaître lui-même. Et connaître soi-même, se connaître, c'est apprendre son passé. Et le mieux connaître, l'appréhender, ça passe aujourd'hui par de la recherche, ça passe par de l'enseignement, de la formation, de la sensibilisation. Alors, on n'a pas beaucoup le temps d'en parler parce qu'il y a tellement de sujets. Mais pour moi, c'est un des sujets cruciaux. J'ai constaté, notamment au fil des années, puisque j'enseigne aussi dans les masters universitaires à Aix-en-Provence, c'est le déficit aujourd'hui de connaissances historiques, de compréhension par les jeunes de ce qu'ils sont. Ils ont perdu, au fond, la trace, le lien qui les unit à tous les humains qui les ont précédés. Et le rôle de l'archéologue, le rôle de l'historien, je trouve, c'est justement d'apporter tout ça. Et le problème, tout ça se fait alors que
par indifférence, par bêtise, par malveillance, ce patrimoine, celui dont j'ai eu la charge pendant très longtemps et qui est au cœur de ma vie, le patrimoine sous-marin, je me rends compte qu'aujourd'hui, il est en cours de destruction. Et j'ai toujours à l'esprit ce patrimoine sous-marin participe de la culture, participe de notre culture, participe de la culture universelle de l'humanité tout entière. Ne soyons pas sélectifs. Ce patrimoine sous-marin, cette culture, et j'ai toujours cette phrase d'Albert Camus, je crois que c'est lui qui l'a dit en disant « détruire la culture est le raccourci et le chemin le plus court qui mène à la servitude ». Donc je dirais, pour plaider pour ma paroisse, protéger le patrimoine sous-marin et sa culture, d'une certaine manière, c'est montrer notre attachement à la liberté. Et donc c'est pour ça que je vous le dis, c'est souvent dans notre passé qu'il faut chercher les enseignements dont on a besoin pour notre avenir, et les sociétés qui méconnaissent leur passé probablement n'ont pas d'avenir. Françoise, est-ce que vous constatez, puisque vous avez commencé à l'aborder chez les politiques, ce déficit de connaissances, ou en tout cas, qu'est-ce que vous avez observé de leurs demandes? Qu'est-ce que vous avez enregistré de leurs demandes? Et surtout au niveau international, parce que vous êtes intervenu aux Nations Unies, vous dialoguez avec énormément de confrères et consoeurs étrangers. Quelle est la demande, en fait? D'aller plus vite et d'être plus simple, d'être compréhensible. On est incompréhensible. Là, il y avait les deux crevettes qui disaient à l'unicellulaire qu'il avait une drôle de prétention. Être compréhensible. Oui, je pense qu'aujourd'hui, ce sur quoi il faut vraiment mettre l'accent, c'est sur la notion d'interaction entre connaissance et action. Et c'est la difficulté même. Alors, je pense qu'il y a plein de philosophes qui ont réfléchi déjà à la question. Je ne vais pas refaire le monde à travers ça, mais en tout cas, pour les scientifiques, il y a, je pense, une évolution qui se dessine avec le développement de ce qu'on appelle le champ des sciences de la durabilité, qui font basculer la connaissance en soi vers une nécessité de la connaissance pour avoir les moyens d'une action qu'on veut réaliser. Et ce champ-là, disciplinaire, est beaucoup plus développé, par exemple, en Europe du Nord que dans les pays latins. Est-ce que ça veut dire de la multidisciplinarité, pour commencer? Oui, ou de l'interdisciplinarité. Déjà, je pense qu'on a commencé à avoir la connaissance de la nécessité de l'interdisciplinarité avec l'environnement. L'émergence du champ des sciences de l'environnement ont poussé un certain nombre de biologistes à travailler avec des sociologues, des archéologues, avec aussi des chimistes, et autour d'un objet qui était celui de l'environnement. Mais demain, il va y avoir non seulement l'environnement, mais il va y avoir cette notion d'océan durable, qui est quels usages, parce que le problème c'est l'usage qu'on va en faire. Or la notion d'usage est une notion qui vient de l'anthropologie, des sciences humaines et sociales, et qu'on ne sait pas bien appréhender quand on est des sciences dures. Donc une des médiations possibles, c'est d'imaginer d'abord de travailler entre disciplines pour se comprendre, ça prend du temps. Est-ce que c'est nécessaire? Oui, je pense que c'est nécessaire. Mais aussi de penser que le scientifique doit pouvoir énoncer simplement des résultats complexes à n'importe quel public. Et ça devrait être valorisé par les institutions académiques. Et pour l'instant, ça débouche sur la médiation. Et je pense que la médiation devrait être une des finalités du travail de scientifique où les jeunes devraient déjà, dès le plus jeune âge, savoir comment faire pour expliquer quoi que ce soit avec des conditions de facilité, d'exemple, etc.
Donc voilà, ça je pense que c'est quelque chose de très important. Ce que j'entends en creux dans ce que vous dites, c'est qu'on a des mesures, c'est ce qui sera exposé demain, satellitaires, on sait designer des submersibles pour aller sous l'eau, on sait faire l'analyse de grandes bases de données, mais d'une certaine façon, l'exploitation intellectuelle et politique de tout cela, ça passe pas très bien encore, c'est ça. Et il faut que d'autres chercheurs se mettent dans le coup, ou bien est-ce que vous parlez simplement, si j'ose dire, d'engagement des chercheurs? Il y a l'évolution du statut de chercheur qui est pour moi à revoir, et ce sont les institutions académiques qui doivent aussi le prendre en charge. C'est-à-dire qu'un chercheur est aujourd'hui évalué à l'aune de ses publications, ce qui est un petit peu différent de ses résultats. Et donc ça, je pense que ça, c'est une compétitivité incroyable quand on est dans la recherche académique. C'est bien quand on commence, on est jeune, on a de l'énergie, mais il y a un moment donné, il faut que le savoir-faire aussi puisse exister pour pouvoir être transmis autrement et à d'autres domaines de la société. C'est cette interaction entre la science et la société qui est en ce moment sur le grill. Et je parle des politiques parce que c'est encore plus pour les politiques qui vont beaucoup plus vite, qui ont besoin d'agir sur le temps présent. Nous n'avons pas aujourd'hui les moyens, si vous regardez le GIEC, il y a un résumé pour les décideurs. Donc, en principe, il est facile à lire. Pour un scientifique qui regarde le résumé pour les décideurs, déjà, il y a un travail de traduction à faire pour le commun des mortels qui est incroyable. Et donc, c'est ce travail de médiation qui n'a pas été fait. Et donc, ce travail de médiation, ça veut dire qu'il faut mettre en connexion le champ de la recherche scientifique aussi avec celui de la société et celui de l'action politique. Bruno, je pense que vous êtes tout à fait d'accord avec cela. Ce que vient de dire Françoise me fait penser à une discussion qu'il y a eu récemment avec, par exemple, le PDG du CNRS, mais aussi un médecin. Actuellement, le problème, et avec l'océan, je pense que ça doit être aussi le cas, c'est qu'on est face à une grande complexité, énormément de paramètres, enfin, des paramètres multiples. Est-ce qu'il y a une façon simple d'aller droit au but? Et en général, c'est ce que demande un décideur. Il dit, mais je dois faire quoi? Alors, s'il y avait une méthode très très simple, on la connaîtrait depuis longtemps et on l'appliquerait, je pense. Le problème, c'est qu'on est face à du vivant et que le vivant a tendance à ne pas vouloir se mettre en équation. Donc c'est compliqué. Le vivant est complexe, et derrière cette complexité, il y a de l'incertitude. Alors expliquer à un homme politique, là j'en ai toute une série devant moi, de leur dire, bah, écoutez, si vous voulez faire une projection à 10 ans sur du vivant, ça ne va pas être possible. Je peux vous livrer une anecdote tirée du muséum. Il y a quelques années, je commençais ma présidence à la tête du muséum, et on avait été en charge par le ministère de l'Environnement d'une expertise sur la présence du loup en France, si vous voyez ce que je veux dire. C'est quand même un sujet sensible. Et la ministre de l'Environnement de l'époque, qui avait été candidate à une élection présidentielle un peu auparavant, avait demandé au muséum, si on fait un taux de prélèvement de 15% sur les loups, combien j'aurai de loups dans 10 ans? Bon, la question était simple. Et j'ai apporté une réponse, j'ai porté la réponse de l'établissement, enfin de l'analyse qui avait été faite, en disant, écoutez, Madame la ministre, il y aura entre 0 et 2000 loups. Elle m'avait regardé, j'avais échappé de peu à la punition, la peine de mort peut-être, heureusement elle était abolie, et j'ai dû m'expliquer. Simplement parce que le loup, c'est un animal, c'est donc vivant. Et si on part de 100 loups, on en prélève 15%, en gros, ça fait 85 qui restent. Mais ça peut être 84 ou 86. Et puis en plus, on peut avoir tué des femelles qui auraient pu être gravides l'année d'après, ou des mâles dominants, ou au contraire des un peu plus jeunes qui auraient été soumis. On ne sait pas bien. Ce qui fait qu'un an plus tard, on a une fourchette d'incertitude. Puis l'année encore suivante, l'incertitude accroît. Puis elle s'accroît encore, puis elle s'accroît encore. Et finalement, on ne sait plus où on habite. Et c'est ça qui se passe avec le vivant. Donc c'est très compliqué. Donc ça devient compliqué de vous expliquer à vous, politiques, de vous dire, bah, écoutez, vous êtes bien gentils, mais malgré tous les efforts scientifiques qu'on va pouvoir mettre là-dedans, on ne va pas savoir
vous faire des prédictions sur le long terme. Et ça serait malhonnête de les faire. Donc on est dans cette complexité du passage de témoin. Néanmoins, on a quand même des outils. On n'est pas complètement obtus. Et je ne vais pas vous parler que d'eucaryotes unicellulaires tout l'après-midi, quand même. On sait faire passer des messages. Et je pense que la meilleure image, le meilleur moyen, c'est sans doute de multiplier les exemples. C'est un petit peu comme un tableau impressionniste. Quand vous le regardez de près, vous voyez des petits points, des petites taches un peu partout, ça n'a pas grande signification. Pour les sujets comme ça un petit peu compliqués, il faut qu'on arrive à multiplier les exemples et à travers cette superposition d'exemples, quand on prend un peu de recul, on voit quelque chose qui se dessine. Le truc là, ah oui, ça c'est pas faux. Hein. J'ai beaucoup pratiqué d'élu ces dernières années et je peux vous dire que franchement, votre culture scientifique n'est pas toujours exceptionnelle, on va dire. Mais enfin, c'est pas sur cette base-là que vous êtes élu non plus. Hein. Bon. Voilà, c'est ça. Et réciproquement, c'est pas faux non plus dans l'autre sens. Il se lance des noms d'oiseaux entre le premier rang et l'estrade. Je pense que ça reste quand même assez raisonnable. Donc c'est un peu comme ce tableau impressionniste. Il faut savoir, dans le discours, et on l'a beaucoup pratiqué au muséum, il faut d'abord utiliser plein de choses, plein de vecteurs. Ça, pour le muséum, ce sont les expositions, ce sont des podcasts, ce sont des livres, ce sont des émissions de télé, des émissions de radio, c'est des accueils du public dans différents formats. Enfin, il faut arriver à faire passer les messages, mais il y a vraiment moyen de faire passer les messages. Et une façon de le faire aussi, c'est d'éviter d'être anxiogène. Moi, je disais, on peut séduire par la beauté des choses. Je l'ai vaguement évoqué tout à l'heure. Et quand on a fait, il y a quelques années, une grande exposition sur l'océan au muséum, le mot d'ordre que j'avais donné aux équipes qui préparaient l'exposition, c'est de faire une belle exposition. Et je disais, il faut que le visiteur qui sort de l'exposition, à travers la beauté de ce qu'on leur a montré, soit sensibilisé au sujet de l'océan. Il ne s'agit pas de lui donner une leçon, de lui faire un cours sur l'océan. Mais il faut aussi sensibiliser par l'émotion, sensibiliser par la beauté, par les objets qu'on va pouvoir montrer, de façon à ce que quand le visiteur sort de l'exposition, il soit plus réceptif aux messages qu'il pourrait entendre venant des médias, par exemple, que lorsqu'il était entré dans l'exposition. C'est un travail de sensibilisation qu'il faut faire. Et je pense qu'on peut aussi le faire en direction des politiques et de vous montrer à quel point la nature est belle, la biodiversité est émouvante, et à quel point il est nécessaire dans votre action politique que vous en teniez compte. Donc, j'ai beau être scientifique, là je vais sortir du rationnel complètement pour toucher un peu à l'affectif et vous dire l'affectif, alors je triche en faisant ça, je vous manipule pour vous parler clairement, mais j'aime bien faire ça. Je vais vous raconter des histoires, je vais vous entraîner dans ces histoires, vous dessiner un tableau, un panorama qui ne sera pas forcément que réjouissant, et à travers ça, j'espère vous convaincre, et j'espère que ça sera... Vous pourrez infléchir votre action politique derrière, que les entreprises pourront infléchir également leur action dans la manière de pratiquer leur activité, et que collectivement, individuellement comme collectivement à tous les niveaux, on pourra progresser ensemble, et il n'y a pas de raison, on va y arriver. Je dis souvent, le problème, c'est quand même Homo sapiens, donc la solution, c'est aussi Homo sapiens, et ça doit nous rendre optimistes, parce que si c'était une grosse météorite qui fonce sur la Terre, on ne pourrait pas y faire grand-chose. Là, nous sommes à l'origine du problème, donc ça veut dire qu'on est aussi à l'origine des solutions potentielles. Il n'y a plus qu'à y aller, c'est une question de volonté politique, donc c'est à vous que je m'adresse. Je vois que même les politiques applaudissent, c'est très étonnant. Patricia, parlez-nous d'une réussite, par exemple Porquerolles. Alors moi, j'aime beaucoup, et merci Dominique de le rappeler, j'aime beaucoup parler de ce qui marche, parce qu'on va finir par décourager la Terre entière à force de dire tout ce qui ne va pas, tout ce qui n'ira pas. Donc, dans la série les bonnes histoires, les bonnes expériences, le parc de Porquerolles. Le parc de Porquerolles et moi, je ne dirais pas qu'on a le même âge, mais presque. Et le parc de Porquerolles, lorsqu'il a été créé, il restait 4 mérous. Si vous y allez aujourd'hui, au dernier comptage du groupe d'études de Mérou, je crois qu'ils sont arrivés à presque 800.
Dans le parc de Porquerolles, il y a beaucoup de choses qui sont effectivement recommandées de ne pas faire. Je préfère ça à interdire parce que c'est le même impact. Par exemple, il est recommandé de ne pas jeter l'ancre pour ne pas abîmer les herbiers. Il est recommandé de ne pas se baigner autour de son bateau pour ne pas effectivement perturber le milieu. Voilà. Et en fait, on se rend compte que ça marche. On se rend compte que c'est de plus en plus beau. On se rend compte que finalement, les gens, les plongeurs... Si vous voulez aller voir un spectacle culturel, un opéra ou une pièce de théâtre, vous trouvez normal de réserver votre place et d'y aller. Pourquoi ne pas réserver sa place pour aller moins nombreux, voir chacun son tour, au bon moment, dans les bonnes conditions, le beau spectacle de la nature. Voilà. Je pense qu'il y a énormément d'endroits dans notre société où nous acceptons des contraintes pour en tirer un grand bien, de la culture. Voilà. Pourquoi il faut que nous fassions encore ce chemin pour comprendre que nous devons avoir finalement la même démarche pour la nature. Pour revenir à la science, parce que je ne suis pas scientifique, et je crois qu'on n'est pas là tous pour comprendre la science. Moi, je suis incapable de construire une voiture, je suis incapable de comprendre comment marche un moteur, mais je sais pertinemment que si j'appuie sur l'accélérateur, je vais dans le mur ou pas, et je sais pertinemment que si je freine, je me sauve ou pas. Et je crois que l'importance de la science, c'est d'en comprendre l'impact, l'usage, la nécessité, mais on n'est pas obligé de tout comprendre et de tout connaître pour savoir quel en est le sens, quel en est l'usage et quel en est surtout l'usage responsable. Voilà, je suis incapable de construire un ordinateur, mais je sais envoyer des mails avec. Voilà. Et je crois que peut-être il faut arrêter de mettre la science sur un piédestal. C'est une connaissance qui doit être accessible et partagée pour en utiliser la quintessence pour pouvoir atteindre un niveau de responsabilité qui va être aujourd'hui requis, surtout si on est très nombreux. Voilà, mais des choses qui marchent, il faut en parler parce que ça veut dire qu'on a déjà réussi à certains endroits et que voilà, nul n'est à l'abri d'une mauvaise surprise. On peut réussir partout ailleurs. Voilà. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, on n'est pas obligé de tout savoir sur le domaine scientifique. Vous disiez tout à l'heure avec vos 4 piliers qu'ils n'avaient pas tous le même timing. Ils ne fonctionnent pas tous de la même façon. Donc comment les autres piliers que la science, donc ce que vous avez cité, les ONG, les réseaux sociaux, mais aussi les institutions, les territoires, mais aussi industriels, les gens de l'économie, comment peuvent-ils se saisir? Ils vont piquer des idées qui surgissent à un moment dans l'univers scientifique. Comment ça marche? En fait, ça marche tout simplement comme un lasagne, Dominique, c'est-à-dire qu'il faut faire des couches d'excellence et il est important que chacun reste dans l'excellence de sa pratique, de son domaine et qu'il apporte sa contribution à la connaissance de l'autre. Voilà. Mais que chacun reste au plus près de sa compétence, de son excellence et qu'on apprenne probablement ce qui va être le grand enjeu des futures décennies, c'est le faire ensemble, le travailler ensemble, accepter l'expertise de l'autre même si on n'en est pas totalement, voilà, si on n'arrive pas à la saisir complètement, voilà, il va falloir apprendre les copilotages, il va falloir apprendre une forme de diplomatie partagée, de gouvernance. Voilà, on ne s'en sortira qu'ensemble, mais on s'en sortira qu'en étant excellents ensemble, chacun dans sa compétence et encore plus fort ensemble. Voilà, mais on va y arriver. Françoise, y a-t-il des idées reçues que vous continuez d'entendre et que vous ne supportez plus? Alors ça, c'est une bonne question qui me laisse pantoise parce que je n'ai pas de réponse vraiment. Oui, parce que je vois que, alors que je pensais que le changement climatique avait été accepté récemment et qu'il n'y avait plus de controverse sur sa pertinence, il semble, si on en croit les informations qu'on a aujourd'hui dans les journaux, qu'une partie de la population recommence à douter de la véracité de ce changement climatique. Donc, par exemple, voilà quelque chose qui me préoccupe. Je pense aussi que ça dépend où on est sur la planète, mais que cette notion même de changement climatique n'est pas forcément au centre de préoccupation de certains États. Sinon, je pense qu'aussi que demain, l'importance de ce que nous aurons à faire, ça a déjà été énoncé, mais cette notion de co-construction de la connaissance et de co-construction de
des solutions que nous devons apporter. C'est de l'innovation sociale dont il s'agit. Et ça, c'est un grand chantier que nous avons devant nous. Est-ce que vous serez présente à la COP à Dubaï? Vous y rendez-vous? Et sinon, est-ce qu'on peut en espérer quelque chose? Elle va se tenir novembre prochain, décembre, novembre-décembre. Vraisemblablement oui, et je pense que les COP sont des moments importants pour qu'on fasse avancer les résultats sur les actions. Et puisque finalement, il y a une chose qui est très importante, c'est l'évaluation des actions que les politiques connaissent bien. Mais concernant le changement climatique, c'est sur le temps long, c'est beaucoup plus difficile à faire. Mais ces COP qui sont annuelles permettent aussi non seulement une avancée des connaissances et un point sur là où on en est, mais aussi d'évaluer en quoi les États ont pu avancer sur les actions pour lutter contre le changement climatique. Et ça, je crois que la COP21 a donné un nouveau mode. La COP21 qui était à Paris, et c'est là qu'on a parlé de la nécessité, en principe, ne pas dépasser l'augmentation de 1,5 degré de la température moyenne du globe. Et je pense que pour l'océan, en 2025, nous allons avoir la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan, qui sera portée à la fois par le Costa Rica et la France, qui se déroulera à Nice, et où il y aura, avant l'entrée officielle de la conférence, 3 jours de forum scientifique et 2 jours qui seront à Nice et 2 jours à Monaco qui seront sur l'économie bleue et le business. Et je pense que ça, soyons conscients et préparons-nous dès aujourd'hui pour réaliser quelque chose qui sera fantastique, formidable, parce que nous en sommes capables. Et venez tous à Nice dans 2 ans, préparez-vous. Et on s'y préparera aussi ici, ensuite, je crois. Nous décrypterons ce qui s'est passé à Nice. Bruno, je ne peux pas résister, après ce que vient de dire Françoise, de vous demander, j'ai l'impression, c'est plus qu'une impression, que la conscientisation, c'est pas un beau mot ça, sur la biodiversité n'a pas atteint non plus le niveau de ce qu'on a compris pour le climat. Enfin, en tout cas, ceux qui ont compris. Non, alors on est face à une situation qui est un petit peu bizarre, parce que la biodiversité, tout le monde a l'impression de connaître, parce que c'est un terme qui est très simple. Puis on s'imagine, c'est des papillons, des insectes, éventuellement des oursins, des étoiles de mer, des petites plantes. C'est un truc un peu sympathique, pas trop difficile à comprendre. Et on ne réalise pas à quel point, derrière, c'est quand même compliqué. Je ne vais pas vous le rendre compliqué, mais on peut, quand vous regardez un paysage, marin ou pas marin d'ailleurs, vous pouvez avoir un certain nombre d'espèces sous les yeux. Les scientifiques parlent de richesse. Mais derrière chaque espèce, il y a des individus, il y a des abondances. Elles sont représentées par plus ou moins d'individus, donc on parle d'abondance. Et puis, derrière ces espèces, il y a aussi des espèces qui sont globalement de petite taille ou de grande taille, donc il y a des biomasses. Vous savez qu'est-ce qui pèse le plus lourd sur Terre quand on mesure à peu près la biomasse totale de la Terre, qui représente 550 milliards de tonnes? Le quiz, qui sait? Le quiz. Pas du tout. Les plantes et ensuite les micro-organismes. Alors les micro-organismes, comme ils ne pèsent pas grand-chose, ça veut dire qu'il y en a des milliards de milliards. C'est absolument impressionnant. Dans 1 gramme de sol, prenons-le en Normandie, dans le Cotentin quand même. Sur la terre bleue. Donc un sol, du bocage. Vous trouvez à peu près dans chaque gramme l'équivalent de la population de la France en micro-organismes. C'est un ordre de grandeur. Ça peut être moins, ça peut être plus. Imaginez ce que ça représente sur tous les grammes de sol d'une prairie du bocage. Donc il y a plus de micro-organismes dans une seule prairie du bocage normand, bien sûr, que d'étoiles dans l'univers. Donc c'est ça que ça veut dire. Donc on est face à ça. Derrière la biodiversité, c'est tout ça qui se passe. Donc comment faire comprendre ces choses? En plus, on est dans une situation paradoxale. C'est-à-dire qu'on est face à une crise environnementale majeure. On voit le truc arriver, dans l'océan comme ailleurs là aussi. Et puis en même temps, on a un manque de culture du monde qui nous entoure qui est ahurissante et qui ne va pas dans le bon sens. La tendance, elle va plutôt en décroissant, en niveau de culture moyen, c'est-à-dire que nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents connaissaient mieux le monde vivant qui les entourait que ce qu'on connaît nous, ce que connaissent nos enfants ou nos petits-enfants. C'est quand même un petit peu inquiétant, ça.
Et ça se mesure. C'est-à-dire, quand je fais des conférences, je fais un quiz. Alors, je donne trois romans, Victor Hugo, Les Misérables, les machins comme ça. Et puis après, je leur montre 3 oiseaux et je leur dis c'est quoi ces oiseaux. Et généralement, tout le monde connaît les romans, les auteurs des romans, les oiseaux, même des oiseaux assez ordinaires que vous pouvez voir en ville, personne ne connaît. Et c'est pareil, si je vous dis aujourd'hui, je suis vraiment content parce que Victor Hugo vient d'avoir le prix Goncourt pour avoir écrit Germinal. Je vais dire, oulala, il a dû faire un AVC, enfin il est atteint, quoi, ça va pas. Mais toujours dans un dîner en ville, alors sans doute pas à Cherbourg et encore moins en Normandie, si on dit qu'une huître est un crustacé, ça va pas choquer. Et pourtant l'erreur est de même nature, enfin pas de même nature, mais du même ordre. Je rappelle que les huîtres sont des mollusques et pas des crustacés, au passage. Hein. Si je pars aventure, un Normand ne l'avait pas su, je suis prudent. Hein. Donc vous voyez, il y a ce déficit de culture, il y a ce paradoxe où on est face à une crise et où en même temps on est dans l'ignorance et on se complaît un peu dans cette ignorance. Et ça, c'est quand même gênant. Et il y a des signes, il y a eu une étude au Muséum il y a quelques années qui était très intéressante, ils ont regardé combien il y avait d'espèces différentes en dehors du personnage principal dans les dessins animés de Walt Disney. On prend les dessins animés des années 1940-1950, il y a une cinquantaine d'espèces différentes dans les dessins animés en moyenne. On prend les dessins animés des années 2010 et il n'y a plus que 6 espèces. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On déracine nos enfants, finalement, d'une petite culture naturaliste qui était indirecte, mais qui était quand même réelle, qui montrait la diversité du vivant. Et ça, on est en train de le perdre. On est en train de perdre le sens de l'observation. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'est cher. On désapprend l'observation. On a les nez sur les écrans, des écouteurs dans les oreilles. Et là aussi, je peux vous livrer une petite anecdote, mais je vais être trop long. Un jour, je fais une émission à la radio, puisque Dominique a dit que je faisais des émissions à la radio. Je discute avec les journalistes avant ou après l'émission, je ne sais plus. Et je leur dis, on était au mois de janvier, il faisait une semaine assez chaude à Paris à ce moment-là. Et je dis aux journalistes, vous avez remarqué ce matin quand même, c'était bizarre. Ils me disent quoi ? Qu'est-ce qu'il y avait de bizarre ? Mais comment vous êtes venus ? Je suis venu à pied, je suis venu à vélo. C'est les journalistes de Radio France, ils viennent plutôt à vélo ou à pied. Hein. Ils sont plutôt écolos sur les bords. Et ils me disent, non, j'ai rien remarqué. Vous n'avez pas remarqué le chant des oiseaux ce matin ? C'était incroyable. Moi, ça m'avait frappé. Les oiseaux s'égosillaient comme si on était à la mi-mars. Et on était au mois de janvier. C'était un réchauffement climatique. Bon, ils se croyaient au printemps, les oiseaux. Et moi, ça m'avait frappé. Et c'est vraiment la signature de ce manque d'observation. Et on a besoin d'observer, parce qu'avant de connaître et de comprendre et de protéger, il faut qu'on retrouve cette capacité d'observation. Et la classe à laquelle on doit s'attaquer, ce sont les jeunes, parce que c'est les enfants qui apprennent à observer. Ils adorent observer, mais on ne l'utilise pas suffisamment. Et les générations montantes, il faut qu'ils apprennent à observer, et avec ça, on aura de l'espoir. Voilà un message. Michel, je vois qu'il croise les bras, il se dit « Oh, je ne vais plus avoir à intervenir. » Eh bien si. J'aimerais avoir un peu plus de détails sur ces robots que vous êtes obligés de construire pour justement aller observer les épaves, aller observer ce musée du fond des eaux et comment l'appréhender de façon assez douce pour ne pas le briser. C'est extraordinaire. Ça nous oblige là aussi à être intelligent, très intelligent. Merci. Je vais prendre ça comme un compliment parce qu'après que Bruno se soit fait, les journalistes de Radio France, ceux qui font pas la différence entre les crustacés et les mollusques et les journalistes, je suis content, moi, d'avoir un rôle privilégié. Alors, effectivement, mais je ne veux pas émarger sur ce que mes amis roboticiens diront demain, puisqu'on forme une équipe depuis plus de 10 ans. Mais on s'est rendu compte très vite, quand on a voulu aborder l'archéologie des abysses, on a évidemment testé l'existant, comme toujours. On ne va pas réinventer le fil à couper le beurre. On s'est rendu compte que les robots, c'est comme les bateaux, en fait. Ils sont construits avec une destination, une fonction spécifique. Et les robots qu'utilisent les militaires ou ceux qu'utilisent les industriels ne satisfaisaient pas du tout à nos exigences, qui sont celles plutôt d'un entomologiste ou d'un chirurgien du temps passé. Et donc, il a fallu innover, esquisser des cahiers des charges, trouver des budgets.
Parce que moi, j'ai pas de difficulté, je vais me faire plaisir aux élus, j'ai pas de difficulté, moi, à faire rêver les élus, parce que j'ai toujours dit que les épaves sont de fantastiques machines à rêver, qu'on s'approprie volontiers. Je serais tenté de dire qu'il n'y a que les budgets qu'ils votent pour nous permettre d'étudier cette mémoire, qui ressemble plutôt à un cauchemar. Mais globalement... ces machines n'existaient pas. On a besoin de machines capables d'aptitudes qui sont très essentielles. Au fond, notre idée, c'était de créer un avatar d'archéologue sous-marin. C'est-à-dire, je ne peux pas y aller, mais je veux y être quand même. C'est-à-dire, je ne peux pas y être, mais je veux oublier que je n'y suis pas moi-même. Donc, il faut concevoir des machines complètement différentes. Et c'est le pari dans lequel on s'est lancé. Alors, effectivement, on a conçu... Je serais tenté de dire que, très naturellement, vu nos budgets et les bateaux qu'on utilise, on n'a pas construit des machines de plusieurs tonnes. On n'utilise pas le Nautile avec 18 tonnes de spare sur le pont. Donc, on a conçu des machines qui sont des machines simples, des machines faciles à transporter, qu'on peut acheminer un peu partout et qui sont capables de faire des choses extrêmement délicates. Et c'est ce que Vincent et Oussama vous présenteront demain. Voilà. Et je suis particulièrement fier et en tout cas très heureux d'avoir été un peu à l'origine et en tout cas d'avoir accompagné très activement la création de cette nouvelle famille de robots qui font des choses que dans mes rêves les plus fous, je n'imaginais pas il y a 10-15 ans quand on a commencé. Lorsque j'ai lancé ce programme d'archéologie des abysses en 2007, on n'avait plus de bateaux du ministère de la Culture pour faire de l'archéologie sous-marine, on n'avait pas de robots. On ne savait même pas comment en faire ni comment les utiliser. Et on a réussi à franchir ce cap parce qu'on a été capable de faire ce que les humains seuls savent faire, c'est-à-dire s'unir, vivre dans l'empathie, se faire en sorte de toujours travailler ensemble, jour et nuit s'il le faut. Considérer qu'un coup de fil à 3 h du matin d'un ami qui vous dit « j'ai pensé à un truc » et vous étiez juste en train de penser à un rêve et de lui répondre et d'être actif tout de suite. Et on a su faire ça en 10 ans. Donc si j'ai un espoir dans l'avenir pour le passé, c'est que finalement cet état d'esprit perdure, puisque évidemment je n'occupe plus la tutelle de toutes ces machines. Mais vous le verrez demain, elles sont assez extraordinaires. Elles font des choses absolument étonnantes. Et au fond, encore avec les roboticiens, on dînait hier. Et ils me disaient, c'est dommage que tu ne sois pas sur le bateau en ce moment. Et je disais, oui, finalement, ma seule certitude rejoint celle de l'archéologue que je suis. Je crois à l'avenir, moi. En plaidant pour le passé, je crois vraiment à l'avenir. Je crois que l'humain est capable de se ressaisir. On a dit aujourd'hui qu'on était très en retard parce que très souvent... on le disait ce matin, ce sont des maladies lentes que subit l'océan, et comme certaines maladies scélérates, quand on les découvre, il est déjà trop tard. Et il y a un phénomène cyclique qu'il eût fallu anticiper il y a fort longtemps. Aujourd'hui, et pour beaucoup d'entre nous, c'est difficile d'envisager de passer le cap, de changer de vie, de changer de paradigme, d'imaginer différemment nos vies, notre confort, les machines qu'on utilise, la pollution que l'on crée, les objets qu'on jette, et tout ça, l'humain est capable de le faire. L'humain est capable de le faire. Ça demande une solidarité transversale à l'échelle de la planète. J'ai présidé le conseil scientifique de l'UNESCO pendant de nombreuses années. J'ai donc milité un peu partout dans le monde pour la protection du patrimoine immergé. Et j'ai bien vu que c'était difficile parce que beaucoup de pays ont bien d'autres urgences, évidemment. Et pour autant, par exemple, je trouve aujourd'hui, pour moi, c'est un moment particulier parce que en 2017, on s'est croisé avec Françoise. J'étais venu à la réunion préparatoire à la Commission des océans qui devait en juin annoncer la décennie des océans. Et j'étais là pour l'UNESCO et on avait fait un side event. Et j'étais censé parler aux ambassadeurs de l'intérêt de protéger le patrimoine immergé, de leur rappeler qu'il n'était pas inépuisable, il n'était pas non plus renouvelable. On peut entasser de nouvelles couches, rassurez-vous, mais il n'est pas inépuisable. Et j'ai connu le plus étrange, et je pense que beaucoup de politiques ont connu ça au début de leur carrière, devant certaines assemblées. J'ai senti une solitude absolue. J'étais en train de dire un truc alors là, je leur parlais de quelque chose qui n'existait pas. Ils ont juste été sensibles quand je leur ai dit « Attention, n'oubliez pas que dans les épaves dont les archéologues s'occupent aujourd'hui, il y a des épaves qui menacent l'avenir de l'humanité, celles qui transportaient des cargaisons dangereuses que vous avez oubliées ou que l'on a jetées par le fond. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir une petite idée, la corrosion marine mange une épaisseur de métal d'1 centimètre par siècle, suivant les conditions de la houle, de l'oxydation. Et ça veut dire que, par exemple, tous les tonneaux de gaz moutarde, d'hypérite, qui se trouvent par le fond, par fait de guerre, par tempête, ou parce qu'on les y a ensouillés
en pensant s'en débarrasser, en les mettant dans 350 mètres d'eau, sans imaginer que 50 ans plus tard, on pêcherait jusqu'à 1800 mètres. Aujourd'hui, on ratisse ces produits. Et donc, c'est là que seulement j'ai senti un peu de sensibilité. Et bien, la différence aujourd'hui, grâce à quelques applaudissements ici, je me sens nettement moins seul. Donc, je pense que le chemin, on en a parcouru. Il reste un très long chemin à faire et on ne peut pas le faire isolément. Il faut le faire à l'échelle de la planète. Il faut toujours penser à ceux qui n'en ont pas les moyens. Il faut les aider. C'est pour ça que j'ai milité, toujours travaillé. Je continue d'ailleurs de le faire avec l'UNESCO. On a besoin de s'entraider et c'est seulement dans l'entraide que l'humain survivra. Sinon, à coup sûr, nous filons vers le mur et il est très proche. Ou vers le gouffre, si vous préférez une métaphore maritime. Mais en tout cas, pour moi qui, pendant 40 ans, ai traîné mes guêtres et mes palmes un peu partout dans tous les océans de la planète pour travailler, je pense que la situation a nettement empiré. Et je me demande combien de temps il faudra pour redresser la situation. Voilà, c'est une de mes préoccupations. On est nombreux ici. La Convention des Nations Unies, enfin de l'UNESCO sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, est proposée à la ratification des membres de l'UNESCO depuis 2001. Depuis 2001, il y a 23 ans. 71, 75 pays maintenant l'ont ratifié. Ça semble beaucoup. À l'échelle de la planète, malheureusement, c'est peu. Et c'est d'autant peu, si je puis dire, c'est qu'il était prévu, quand on ratifie cette convention, on se promet en même temps de créer des postes d'archéologues sous-marins, de gestionnaires du patrimoine, de gestionnaires des océans. 70 à 80% des gens qui ont ratifié cette convention n'ont pas créé un seul poste pour le faire. Et donc c'est évidemment ça aussi une source d'inquiétude. Il y a une urgence, je serais tenté de dire réveillez-vous. Si vous êtes là, c'est que vous l'êtes déjà, alors réveillez vos voisins. Il nous reste 3 minutes. Dominique. Il nous reste 3 minutes pour terminer cet échange. Alors, une demi-minute pour 3 personnes. Ça va faire juste un petit peu. Françoise, une dernière remarque très courte. S'il y avait un conseil à donner, Oui, juste allez voir l'océan. Sentez-le. On a besoin de physique, de la sensation, pas seulement de la raison pour l'océan. Patricia ? Moi, je pense à toutes ces choses qu'on a réussies simplement parce qu'on en a rêvé très fort un jour. Aller dans la Lune, voter quand on était une femme. Enfin, et je me dis qu'on est de plus en plus nombreux à rêver de sauver l'océan. Donc, miam. Voilà. Bruno ? Soyons curieux, allez voir l'océan, en effet. Et puis quand vous admirez cet océan avec un coucher de soleil, enfin Cherbourg regarde vers le nord, mais vous avez le droit de regarder vers l'ouest aussi, ou un lever de soleil si vous regardez de l'autre côté. Pensez à tout ce qu'il y a dessous, qu'il y a sous la surface. C'est pas simplement une surface, c'est quand même une profondeur incroyable. C'est un domaine absolument fascinant, merveilleux, qu'on connaît mal. Et simplement, même si c'est de l'imagination dans un premier temps, après vous irez vous documenter, imaginez-le, rêvez. Vous avez le droit de rêver de l'océan. C'est un objet magique pour le faire. Merci. Alors moi, je finirais sur une phrase historique. Je pense qu'on attend d'un historien, d'un archéologue. Alexander Pope au XVIIe siècle, puis André Malraux longtemps après lui, ont plaidé pour dire que les océans ne divisent absolument pas les terres. C'est au contraire ce qui nous lie. C'est le lien, c'est l'endroit où nous avons su échanger, pratiquer, apprendre la culture et le culte des autres. Eh ben, je crois que si j'ai un vœu à émettre, c'est qu'on s'en souvienne aujourd'hui. Ça n'est pas une frontière, l'océan. L'océan héberge des terres. Les terres ne sont pas baignées par un océan. C'est l'océan qui héberge des terres. Donc nous sommes sur une planète qui est un océan et nous n'en sommes que des occupants provisoires. On n'est pas censé être des locataires qui détruisent le bien du propriétaire légitime. Alors il faut s'en soucier. Merci à vous tous. Merci beaucoup à tous les 5 pour ces échanges passionnants. On peut encore les applaudir. C'était une très belle table ronde pour ouvrir cette seconde édition du festival Grand Océan.